on voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, T. On rejoint Luc La Liberté avec qui on parle de politique américaine tous les jours parce que il va y avoir un débat entre Donald Trump et Kamala Harris. On se rappelle, Trump avait dit, bon, moi, finalement, je m'étais engagé, mais je ne débattrai pas, j'ai pas besoin de débattre. Il avait ridiculisé son adversaire. J'avais trouvé ça extrêmement dommage, parce que dans une société démocratique, il faut qu'il y ait un débat. Et les États-Unis, c'est pas n'importe quelle société, ça reste encore l'État le plus puissant sur le plan économique, militaire et politique. Bonjour, Luc La Liberté. Oui, bonjour Rémi. Donc effectivement, moi, Oui, pardon. Non, vas-y, il va y avoir 3 débats, donc, si j'ai bien compris. Non, pas trop. On est sûr du premier. Donc, le 10 septembre, il y avait déjà une entente entre les clans Biden et Trump sur ABC pour cette fameuse rencontre. Il y a eu, bien sûr, cet effondrement total de Joe Biden. Kamala Harris est entrée en scène et on sent que Donald Trump, peut-être que le mot peur est gros, hein? C'est quand on accorde de l'importance au sens des mots, mais il est à tout le moins déstabilisé depuis que Kamala Harris est arrivée. Donc, et lui, ce qu'il a dit, c'est moi, j'avais une entente avec Joe Biden. Je ne serai pas là sur ABC. Je préfère nettement qu'on aille vers Fox News et qu'on ait un public. Donc, il y avait des règles qui avaient été établies d'ailleurs à la demande du camp Biden et M. Trump s'y était plié. Maintenant, donc, Donald Trump revient sur cette première décision. Il confirme qu'il va être là le 10 septembre. Et je pense que ça, c'était attendu. J'ai aucune surprise hier en apprenant que M. Trump va se présenter au débat. Si Joe Biden avait le plus à perdre en ne se présentant pas au premier débat, parce qu'il hésitait, hein, il s'était laissé désirer pour le premier débat, je pense que ne pas se présenter était une catastrophe. Vous me direz ensuite, il s'est présenté et ça a été la catastrophe. Il n'y avait pas de sortie gagnante, je pense, dans ce cas-là pour Joe Biden. C'est un peu la même chose pour Donald Trump. S'il ne veut pas donner l'impression qu'il n'est pas à la hauteur, pour son image, hein, un tantinet macho, on pourrait le dire comme ça, donc pour son image de frondeur, hein, de crâneur, il devait être là contre Kamala Harris. Maintenant, il est revenu à la charge. On va miser au maximum. Et là, on retrouve le Trump qu'on connaît, c'est-à-dire celui qui va défier. Il dit, je vais être là le 10 septembre, puis j'en veux 2 autres en plus, des débats, dont un qui pourrait être sur Fox News. Et écoute, j'ai pas vu rien changer ce matin. Kamala Harris n'a pas encore répondu à ça. On verra. Mais à tout le monde, on est sûr d'au moins un de ces débats. Je suis tout à fait de ton avis. Il faut qu'il y ait un débat. Les médias, bien sûr, se réjouissent de ça, surtout les diffuseurs. Le ABC News est un réseau qui est grandement satisfait. Les cotes d'écoute devraient être intéressantes. Qu'elles soient meilleures ou un peu moins bonnes, c'est toujours le cas. Ça attire beaucoup de gens devant leur écran. Donc, au-delà du côté mercantile de l'opération, moi, je pense qu'on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de débat si près d'une élection. Maintenant, quel genre de débat on va avoir? Là, c'est un peu plus intéressant à discuter. Il arrive que Donald Trump puisse être discipliné, mais il est rarement sur une longue période. Et quand un débat dure quelque chose comme 90 minutes, va-t-il rester discipliné et sur le contenu ou va-t-il lancer ce qu'il fait assez souvent, un tas de slogans puis un tas de désinformation, de choses qu'on peine à vérifier en temps réel tellement il y a de mensonges dans ses déclarations. Chose certaine, en tout cas, il a une adversaire qui est plus redoutable cette fois-ci. Si Kamala Harris peine parfois en entrevue, en débat, moi, j'ai bien hâte de la voir aller parce que mener un argumentaire, hein, elle l'a fait comme procureur général. C'est une avocate de formation et ne serait-ce que contredire Donald Trump sur ses mensonges, c'est quelque chose qu'elle est capable de mener assez habilement, je pense. Mais pour elle, donc, c'est un de ces nombreux tests qui l'attendent d'ici au 5 novembre. Il y aura la première confrontation réelle avec les médias. Il y échappe jusqu'à maintenant. Puis on joue sur la notion de temps en disant c'est pas longtemps qu'elle est là, hein, donc laissez-lui le temps un petit peu. Mais finalement, j'ai hâte de voir ce débat-là, considérant les enjeux qu'il y a en 2024. Oui, bon, après, tu viens de dire Kamala Harris est plus redoutable que Joe Biden. C'est pas vraiment compliqué, là. Joe Biden s'était rendu pas mal aussi redoutable que du bois mort, là, son affaire. Sauf que là, un débat,
le 10 septembre, c'est bizarre parce que c'est quand même presque 2 mois avant l'élection. Là. Ouais. Les Américains ont droit à un débat qui serait tenu 2 semaines avant l'élection, voire 1 semaine avant l'élection. Coudonc, on est dans une société démocratique là, quand même aux États-Unis. Ouais. Il y a plein de choses qui peuvent changer entre le 10 septembre et le 5 novembre. Et ces choses-là doivent être confrontées, doivent être abordées dans un débat où les candidats sont sur la sellette. Et en espérant qu'on puisse aller vers des débats de contenu, il y a largement de quoi nourrir 2 ou 3 débats. On peut parler d'économie, on peut parler d'immigration, on peut parler de soins de santé, on peut parler de politique étrangère. Écoute, il y a combien de thèmes qu'un président a à superviser ou carrément à coordonner ou à gérer. Moi, je veux entendre cette vision parce que on peut prendre un certain intérêt ou un grand intérêt à cette espèce de guerre de jeu de mots qu'il y a là, depuis l'entrée en scène de Kamala Harris, mais on est à la surface des choses depuis 2 ou 3 semaines. Il n'y a aucun débat de fond. On énonce des grandes lignes de programme, mais sans aller jusqu'à dire comment on va ficeler le tout, quelle forme ça va prendre concrètement. Donc, on surfe sur des slogans ou sur des grandes idées. Si on est, tu le présentais comme ça en introduction, si on est le pays qui est encore militairement, politiquement, au plan diplomatique, un des gros joueurs, sinon le gros joueur sur la planète, moi, comme citoyen, oublier l'étiquette républicain ou démocrate, je veux en savoir plus avant d'aller voter. Dans une campagne, on le sait, il y a un petit côté démagogique, populiste, puis des fois, c'est un gros côté démagogique ou populiste. Maintenant, idéalement, j'en saurais plus. Et je soumettrais mes 2 candidats à des questions plus pointues que « allez-y en nous rabâchant vos grands slogans ». Oui, puis Luc, tu sais, on a des raisons de vouloir voir Donald Trump se faire poser des questions, se faire reprendre sur certaines affirmations, mais on a aussi, je pense, le droit de vouloir voir Kamala Harris à l'œuvre parce qu'elle n'est pas connue tant que ça aux États-Unis. Évidemment, sa cote de popularité monte. Les gens commencent à creuser. Il y a probablement une biographie qui est en train d'être écrite en ce moment même sur Kamala Harris. Mais les Américains ne la connaissent pas beaucoup. Je veux qu'on parle de ces swing states, les États pivots, parce que là, on a des États qui reviennent dans la course des États pivots. On parle de la Géorgie, de la Géorgie, de l'Arizona et du Nevada. Voilà, il y a bel et bien un effet Kamala Harris. Et j'ai hâte, moi aussi, comme toi, qu'elle s'assoie avec des journalistes pour des entrevues de fond, parce que jusqu'à maintenant, elle évolue dans un cocon. Elle a un télésouffleur, elle a un télésouffleur, elle a ses notes, tout est contrôlé, elle est devant des rassemblements partisans. Mais il faut donner, faut lui reconnaître le crédit, son équipe et elle, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. En 18 jours, 19 jours, depuis que Joe Biden a annoncé qu'il n'était plus là, on a galvanisé les troupes, c'est assez clair. On a remonté le moral de tout le monde. On donne des images et des propos qui sont excessivement positifs. On veut jouer sur ce contraste avec la campagne Trump-Vance qui, elle, joue sur ni plus ni moins que l'apocalypse qui nous attend si on continue avec les démocrates. Et ça fonctionne. Donc, on a vu la mobilisation des donateurs, on a vu la mobilisation des partisans. Combien disent qu'ils ont l'impression d'avoir un vent de fraîcheur? On est allé, mais là, on est dans la guimauve jusqu'à dire enfin un rayon de soleil. Vance Jones, qui est commentateur à CNN, il est allé de cette formule-là qui est nettement exagérée, mais il y a un effet. Et ça dépasse le simple fait d'avoir récupéré le retard que Joe Biden cumulait dans sa confrontation avec Donald Trump. On vient de remettre et on commence à avoir, quand c'est un coup de sonde, on se dit, bon, ça va. Pour quelques jours, peut-être, dépendamment du contexte ou de la méthodologie, ça peut jouer. Mais là, on a des coups de sonde répétés qui montrent que la Géorgie, le Nevada et l'Arizona sont en jeu. Comme Joe Biden a réalisé cet exploit-là la dernière fois, gagner la Géorgie et gagner l'Arizona, pour les démocrates, c'est fort. C'était vraiment important. Et là, sous Joe Biden, on se disait, on mise tout sur le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Marge d'erreur, 0. Ce qui est intéressant dans la performance de Harris, et on n'est pas en train de dire qu'elle a gagné, loin de là, je répète continuellement, ça va être très serré, mais là, on vient d'ouvrir de nouveaux scénarios vers la victoire pour arriver à ce cumul de 270 grands électeurs qu'il faut remporter pour devenir le président ou la présidente. Donc, c'est drôlement intéressant. Et en Géorgie, par exemple, c'est plus que les indécis là, ou les insatisfaits chez les républicains.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensaient rester sur leur divan ou rester à la maison, et là, ils sont prêts à se déplacer. On est allé les rechercher. C'est des gens qui se manifestaient plus. Donc, je répète, ça ne veut pas dire que les 6 États sont gagnés, mais d'avoir 6 États qui sont des États pivots, des swing states, pour les démocrates, après plus ou moins 3 semaines du départ de Joe Biden, j'irais peut-être pas jusqu'à dire que c'est inespéré, mais c'est un gros gain. Et ça explique peut-être pourquoi Donald Trump est moins présent. D'abord, les médias, pour une rare fois, l'ont un peu délaissé au profit des démocrates, mais ça explique pourquoi il est peut-être un peu plus nerveux, puis un petit peu plus emporté dans ses élans. Ça a été le cas, en tout cas, dans sa conférence de presse hier à Mar-a-Lago. Oui, on va en parler justement parce que moi, je me rappelle, hier, j'étais à Cube pendant qu'il commençait à prendre la parole. Il était à peu près, je pense, il était à peu près 15h30, là, si je ne m'abuse. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, il est en train de dire des affaires, là, faut que tu ailles écouter ça. » Raconte-nous ce qu'il a dit. Ben écoute, le plus gros morceau de tous pour pas parce que il nous la joue un peu Fidel Castro, M. Trump, hein, pendant la campagne. Là, on l'a vu dans son discours à la convention. Et hier, on pensait qu'il allait s'adresser aux journalistes quelques minutes. Ça a duré 1 heure. Donc, et la déclaration la plus spectaculaire qu'il ait faite, mais ça montre à quel point c'est à la fois enfantin, c'est puéril, puis on est loin du fond, mais à quel point ça l'agace la performance de Kamala Harris. Il a comparé ses foules à celles de Martin Luther King. Donc écoute, il n'y a pas très longtemps, là, il se comparait à Abraham Lincoln. On peut s'entendre qu'historiquement, Abraham Lincoln, qui est loin d'être parfait, puis qui avait des zones d'ombre qui a été très critiquées, on a eu une guerre civile. Disons qu'on est au sommet dans la hiérarchie de la performance des présidents américains. Donc, après s'être comparé à Abraham Lincoln, puis il faut rappeler qu'Abraham Lincoln est celui qui a contribué à émanciper les Noirs aux États-Unis, voilà qu'il se compare à Martin Luther King. Ses foules sont plus grosses que celles de Martin. Soyons précis, il se compare au nombre de personnes qui assistent aux foules. C'est ça qu'il dit. Oui, voilà. OK, voilà. Mais je pense pas qu'il se compare à Martin Luther King, mais on se l'a dit, la foule... Non, mais dans ses foules, effectivement. Oui. Puis la foule, lors du discours de Martin Luther King, là, c'est en 1963, ça débordait. Il y avait des gens qui étaient par-dessus les épaules, de gens qui étaient par-dessus les épaules. Donc, je pense pas, effectivement, qu'on est devant un tel engouement, là. On évalue à l'époque, grosso modo, autour de 250 à 300 000 personnes qui étaient sur le National Mall. Donc, hein, on se rappelle, ceux qui ont vu le discours, c'est presque un passage obligé quand on a fait un peu d'histoire du 20e siècle. Luther King est de dos au monument de Lincoln. C'est le Capitole qui est en face à l'autre bout du National Mall. Donc, écoute, c'est une foule qui est immense, mais ça nous rappelle cet épisode-là. On est toujours dans les faits alternatifs. Rappelle-toi des foules pour les 2 assermentations de Barack Obama et pour l'assermentation de Trump. J'étais là à Washington, sur place, les 3 fois. Il n'y a pas de commune mesure. Mais c'est pas ça que devrait souligner Donald Trump. C'est l'engouement. J'étais là pour son assermentation et les gens qui étaient là étaient aussi émotifs que ceux qui se sont présentés pour Barack Obama. Ils étaient convaincus d'avoir un bon candidat. Pour eux, c'était la solution au problème des Américains. Mais plutôt que de jouer sur cette mobilisation, il s'est lancé dans cette comparaison de « mon père est plus fort que le tien ». On est dans ce genre d'argumentaire, alors que les faits prouvent le contraire. On avait, imaginons, 7 à 800 000 personnes, ce qui n'est pas rien pour Donald Trump, comparé à 2 millions pour Obama la première fois. Je répète, je les ai faits, les 3. Il y a pas, c'est ridicule comme argumentaire, mais encore une fois, ça montre qu'il est en colère, qu'il est un peu déstabilisé et qu'on n'a pas encore trouvé d'angle d'attaque contre le duo Trump-Walz. Le seul angle d'attaque qu'il répète en espérant que ça va coller, mais je pense que le choix de Walz là-dedans limite la portée de ses accusations, de l'étiquette qu'il veut accoler au duo. Il les traite de progressistes et de communistes. Écoute, n'importe qui a suivi un peu M. Walz, si les faits importent encore, on est pas mal loin du régime communiste. C'est la vieille étiquette, bien sûr, c'est le vieil épouvantail qui fonctionne encore auprès de certains électeurs aux États-Unis, mais il n'y a rien là-dedans qui apparaît extrême. Fournir le déjeuner aux enfants dans des écoles, ce qu'a fait le gouverneur du Minnesota, M. Walz, si c'est ça être communiste, ben écoute, j'embarque et pourtant je ne me connais pas d'affinité avec ni l'idéologie ni les types de régimes qui ont adhéré à l'idéologie. Ouais, je pense que le seul communiste, il y en a encore quelques-uns, mais je pense qu'il devrait savoir c'est quoi un communiste. Donald Trump, il en a rencontré un en Corée du Nord. si son souvenir est bon.
Tu veux nous parler, ça, il chérit cette lettre d'amour que Kim Jong-un lui a écrite, d'ailleurs. Ça aussi, dans les paradoxes de Trump, il y a ça. Selon un sondage AP Nork, ça c'est fascinant, il n'y aurait qu'un Américain sur 5 qui croit que la démocratie va survivre à l'élection de 2025. 1 sur 5, c'est 20%, ça. Pour ceux qui croient parfois qu'on exagère ou qu'on fait du sensationnalisme quand on parle des institutions démocratiques, c'est mon dada, mais c'est aussi mon centre d'intérêt dans tout ce qui se passe. On ne vote pas aux États-Unis. Ce que je veux faire comme commentateur ou comme analyste, c'est évaluer dans quel état est notre voisin, notre plus grand partenaire, pour le meilleur et pour le pire. Et souvent, les gens disent, mais vous exagérez avec l'avenir de la démocratie. J'aurais beaucoup d'arguments à sortir pour contrer cette réponse-là, mais ce sondage-là le fait à ma place. Donc, quand on rapporte ce qui se passe aux États-Unis ou qu'on analyse ça, ben, ce sondage-là, qui n'est pas le premier à aller dans ce sens-là, mais qui donne des chiffres qui sont inquiétants pour nous, comme voisins, comme partenaires, 1 Américain sur 5. Et ils sont démocrates et républicains à peu près dans le même pourcentage, à craindre pour ça. Donc, on devrait surveiller ça et accorder plus d'importance à ce facteur-là. Quand je disais tout à l'heure, ça nous prend un débat. Et l'issue de l'élection, les enjeux sont très importants cette année. C'est à ça que je réfère. On pense que Joe Biden, par exemple, avant-hier, disait « Je pense pas que Donald Trump va accepter de rentrer dans le rang puis il va accepter une passation en pacifique des pouvoirs. » C'est une des choses que les gens ont vues de leurs yeux en janvier 2026. Peu importe que les républicains en parlent ou pas, on l'a vu, ça. C'est pas banal, c'est pas anodin. Au point où il y a 4 Américains sur 5 qui craignent de ne pas retrouver leur régime dans l'état dans lequel ils le connaissent ou ils l'ont connu. Ben oui, parce qu'il y a des gens, probablement des électeurs de Trump, qui disent si Kamala Harris prend le pouvoir, c'est la fin de la démocratie. Mais il y a aussi des électeurs de Kamala Harris qui se disent si Donald Trump prend le pouvoir, c'est la fin de la démocratie. Donc c'est là que ça devient intéressant de constater que c'est pas juste l'électorat de Trump. Hein. On pourrait imaginer ça. Ben oui, c'est l'électorat de Trump qui constitue ça. C'est des deux côtés, comme quoi la fracture, elle est complète. Merci beaucoup, Luc La Liberté. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à toi, Rémi. Un plaisir.